Dans les ressources humaines, quel est le rôle du DRH de demain? C'est une question qu'on peut se poser. Le premier enjeu, ça va être de traiter les données. On vient de parler du big data. Pourquoi? Parce qu'avant, quand un candidat mettait une demi-heure, 3/4 d'heure pour envoyer une candidature, prenait son beau papier avec les lignes en surbrillant, son plus beau crayon, et il envoyait sa candidature. Sur une matinée de recherche, il envoyait 3-4 candidatures. Aujourd'hui, on estime à moins de 3 minutes la candidature par Internet. Autant dire qu'un candidat, dans une matinée de recherche, il ne va pas envoyer 3 candidatures, il va en envoyer 50-60. Nous, derrière, RH, on se retrouve avec des centaines de CV sur des boîtes mail à trier, à gérer, et on retombe dans ce que je viens de présenter, qui est la gestion des données et le traitement de l'information avec cet accès illimité et cette rapidité d'accès. Dans le rôle du DRH de demain, il y a aussi le marketing RH. On voit la communication se rapprocher des ressources humaines, et c'est bien normal, puisqu'on parle d'image employeur, on parle de site carrière, on parle de e-réputation, et c'est une clé demain. Il faut savoir que les ressources humaines, souvent, c'est la première image qu'on a d'une entreprise. Donc si en interne, on a une politique d'innovation, on veut avoir une politique dynamique, il faut la communiquer, il faut donner envie, il faut qu'il y ait une linéarité entre ce qu'on fait en interne et ce qu'on fait en externe. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par le site carrière, ça passe par la partie web et la communication auprès des candidats. Génération Y, enjeu. Comprendre le choc générationnel. Alors la génération Y, on lit beaucoup de choses. Je pense qu'il est plus l'heure d'analyser, d'observer la génération Y. Il est l'heure de s'adapter. Dans moins de 2 ans, elle représentera 50% de la masse salariale dans les entreprises. Comment elle fonctionne? Pourquoi? Elle est là. Elle est là, on doit travailler avec. On parle de génération Y. C'est la génération qui veut comprendre avant d'agir. Pourquoi? Parce que dans cet accès à l'information, ce sont des jeunes, les natifs, les digital natives, 82 000, qui ont un fort accès à l'information. Donc, ils veulent comprendre avant d'agir. Ça paraît naturel. C'est la première génération, la génération Y, qui est née avec les outils digitaux. Pour eux, c'est quelque chose d'ancré. Donc, il faut que l'entreprise connecte ses pratiques et s'adapte à cette génération. C'est une génération qu'on dit zapper. Moi, je préfère le terme mobile, dans le sens où c'est une génération qui ne va pas hésiter à quitter une entreprise si elle n'est plus en phase avec les valeurs. C'est une génération qui va chercher un sens. C'est une génération qui a besoin de croire à un projet, qui a besoin d'adhérer à une communauté. Comme je le disais, c'est une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. Ils font partie de groupes, on fait partie de communautés, on fait partie d'amis sur Facebook. On veut retrouver cette dimension appartenance à une communauté dans les entreprises. Donc bien sûr, la génération Y fait partie des enjeux du DRH de demain. Connecter ces pratiques, je ne vais pas revenir dessus, mais il est évident qu'on veuille pas, que la digitalisation fait partie de notre environnement. Il faut aussi que nos pratiques et nos outils soient en phase avec la modernité des outils. Fidéliser ses collaborateurs, naturellement. Et puis la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. On en parle beaucoup sur la partie environnementale, il y a aussi la RSE face aux salariés, qui est un sujet à traiter et qui est un sujet dont on va parler de plus en plus dans les mois et les années qui viennent. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va centrer nos recrutements sur le savoir-faire, l'expérience, les diplômes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été consultante RH pendant 8 ans, donc je prenais des définitions de poste chez mes clients qui me confiaient des recrutements et moi, j'assurais la mission de recherche et de trouver le collaborateur adéquat avec un cahier des charges fixé. Client recherche un vendeur de fenêtres. Très bien, on prend un cahier des charges. Qu'est-ce que vous attendez de votre prochain vendeur de fenêtres? Qu'il sache vendre des fenêtres, qu'il connaisse les fenêtres, qu'il connaisse mes clients, qu'il connaisse mes produits, qu'il connaisse la technique pour vendre des fenêtres et idéalement, qu'il soit opérationnel demain. Ça, c'est les définitions de poste, 80% des cas. Très bien, admettons, on trouve le meilleur vendeur de fenêtres qui a tous ces critères réunis. L'entreprise change parce que le marché évolue, parce que le besoin client évolue, et l'entreprise se dit, le besoin est à la vente de porte-fenêtres, donc on va vendre des porte-fenêtres. Mais ce monsieur qui était le meilleur vendeur de fenêtres de France n'avait pas de capacité d'adaptation, pas de potentiel intellectuel, pas de flexibilité, il n'a pas pu s'adapter. Meilleur vendeur de fenêtres devient
le pire vendeur de porte-fenêtres. Et ça existe. Ça existe. Et ça va arriver de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences. L'obsolescence des compétences, c'est dans notre monde qui avance très vite et avec des outils qui changent tous les 2 ans, on estime que 50% du savoir-faire qu'on a aujourd'hui sera obsolète dans 3 à 5 ans. Autant se concentrer sur le potentiel et le savoir-être du candidat. S'il a le potentiel, on l'amènera au savoir-être. C'était pour mettre un peu en lumière. Un recrutement sur 3 en France est un échec. On fait partie des mauvais élèves européens. Moi, je pense qu'on n'est pas plus idiots que les autres pays. C'est simplement qu'on a une certaine tendance à regarder dans le rétroviseur ce que la personne a fait avant pour se projeter. On ne part pas de l'individu, on part du passé pour aller vers l'avenir. Mais l'obsolescence des compétences, ça va vite nous rattraper. Ça illustre, ce graphique illustre ce que je suis en train de dire. 80% des entreprises basent leurs critères de recherche sur le savoir-faire, les compétences, alors que les clés de succès d'un recrutement, c'est le savoir-être, la personnalité, la motivation de l'individu et le potentiel à comprendre, à apprendre. Paul Julien nous présentera plus en détail tous les outils qui permettent d'évaluer et de mesurer ces points-là. On parle de recrutement prédictif. Alors, je me suis inspirée de plusieurs définitions pour en créer une qui a fait sens chez nous, qui dit « Le recrutement prédictif permet de sélectionner des personnes qui ont des probabilités particulièrement élevées d'être performantes et de démontrer un haut niveau d'engagement. » Pour la plupart dans la salle, vous êtes RH, vous allez dire « C'est l'essence même de mon travail. Je cherche des gens performants et engagés. » Oui, mais comment ? Avec un volume important d'informations à traiter, on va tomber sur une sélection subjective, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On fait un test. On donne à 2 RH de la même entreprise 20 CV pour un poste. On leur demande de sélectionner 3 CV. Les 3 CV qui vont être sélectionnés ne seront pas les mêmes. On est bien sur du subjectif et chacun se pense meilleur recruteur que son voisin. Ça, on est tous pareils. On pense toujours qu'on est meilleur. Mais on ne va pas sélectionner le même CV. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie intuitive et inconsciente qui va faire qu'on va sélectionner une personne parce que la couleur du CV, parce que la photo, parce que la ville de naissance, parce qu'elle fait du golf et que j'aime bien le golf. Et toute cette partie inconsciente, on va la retrouver dans notre sélection. Donc ce que propose le recrutement prédictif, c'est de travailler avec des critères ultra objectifs de la donnée. J'ai pris un exemple d'analyse prédictive qui est malheureusement de circonstance, c'est le terrorisme. On sait qu'aujourd'hui, les terroristes qui se sont fait exploser à droite à gauche n'ont pas de pelle, n'ont pas de livret A et n'ont pas d'abonnement téléphonique. Parce qu'on ne rembourse pas une assurance vie quand on se fait exploser. Donc si on croise ça avec un fichier S, on est dans de l'analyse prédictive. Voilà, ça c'est pour donner un exemple avec de l'historique, on arrive à traiter des données et à mieux les comprendre. Est-ce que c'est un outil miracle? C'est un outil. On n'est pas là pour se substituer au rôle du RH. Le rôle du RH, il reste un expert. Il faut des actions humaines. On parle de ressources humaines. C'est important de mettre en lumière nos métiers de consultants, nos métiers de recruteurs. Mais on a besoin d'outils. C'est un outil miracle si on arrive à mettre une méthodologie en place qui est bien calibrée dès le départ et qu'on ne traite pas des données pour traiter des données. Il y a des données, il n'y a aucun intérêt de les traiter. Donc il faut savoir ce qu'on cherche, pourquoi on traite ces données et ce que ça va nous apporter. Donc tout ce qui est en amont et tout ce qui est méthodologie est très important. Les limites, c'est qu'on n'est pas dans les experts, c'est pas de la science-fiction, on parle bien de ressources humaines, donc c'est toute la partie extrinsèque. On a beau calibrer un individu et l'analyser, si la personne est motivée, impliquée et qu'elle a un fort potentiel, si elle arrive dans une entreprise, on ne va pas lui donner les moyens, si elle ne s'entend pas avec son N+1, ou s'il y a d'autres facteurs externes, la personne aura une intégration qui risque d'être un échec. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis dans les limites, c'est aussi ce qu'on appelle l'évolution des normes. On ne peut pas travailler 10 ans avec la même méthodologie parce qu'il faut avancer selon les normes. Pourquoi mener des actions de recrutement prédictif? Pour gagner du temps, pour rationaliser ses processus internes, objectiver ses décisions, j'en parlais tout à l'heure, gérer et analyser une multitude d'informations, fiabiliser ses recrutements avec des méthodologies type, sans passer à côté de l'expert RH, et limiter le turnover en valorisant l'individu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a été. Alors l'IRP, c'est
9000 clients, c'est 500 tests parce qu'on est également distributeur des principaux éditeurs de tests, des grands éditeurs de tests au niveau mondial. C'est une centaine de copyrights. On a publié, on est très actif au niveau de la publication de nouveaux outils. C'est des relations avec des éditeurs, effectivement. C'est 19 chercheurs associés. Alors, ce qui caractérise beaucoup l'IRP par rapport à d'autres solutions, c'est qu'on est vraiment orienté et très axé avec les chercheurs universitaires. On s'assure d'avoir des bases de recherche avant de publier. Okay? C'est la caractéristique. C'est ce qui nous différencie beaucoup sur ce qu'on fait. On est où? On a des clients en Europe, un peu en Afrique, dans l'Amérique, au Canada, aux États-Unis. Puis on distribue nos produits et on revend nos produits à l'intérieur de ces bassins-là. On n'est pas présent en Asie, on n'est pas présent en Amérique latine, mais dans les autres marchés, on est présent. Les RH, vous faites partie de l'entreprise, c'est une des composantes de RH qui était, pendant des années, n'était pas la première partie de ce qu'on voyait quand on pensait à un plan stratégique. On parlait souvent de finances, de mise en marché, de tout sauf de RH. Harvard Business Review a fait une étude en 2014. Ils ont demandé à des gestionnaires partout dans le monde, des CIO, de répondre c'est quoi les enjeux stratégiques de votre entreprise. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les occurrences de ce que les gens disaient le plus souvent. Puis ce qui étaient les conclusions, c'est les conditions économiques, les difficultés, les défis stratégiques, c'est les conditions économiques, la capacité de réaliser sa stratégie d'entreprise, une compétition plus féroce, conserver ses employés clés, la rétention, augmentation des coûts, des salaires, matières premières, un autre compétent. Ensuite, augmenter l'engagement des employés, volatilité des marchés, disponibilité des compétences, habileté à identifier des employés clés, puis productivité de la main-d'œuvre. Alors, ce qu'on réalise, c'est que de tous les CIO dans le monde, maintenant, 5 des grands défis stratégiques de l'entreprise est lié au RH. Je vous remonte la même slide il y a 20 ans au préalable. Dans le RH, excusez-moi là, mais vous n'étiez pas là. Moi, je ne viens pas du milieu RH, je viens du milieu de la finance. Historiquement, je suis un comptable de formation, imaginez. Comptable, une maîtrise en finance, pas du tout. Puis ce déplacement-là vient avec la réalité, c'est que la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est la clé. Pas de bonnes personnes à l'intérieur d'une entreprise, c'est fini, on arrête. Donc, ce déplacement-là vient aussi avec le renforcement de toute cette dynamique-là au niveau du RH, de retenir, développer. La clé pour réussir, c'est la main-d'œuvre. Parce que les autres éléments, il y a des éléments économiques, ça c'est externe à l'entreprise. Hein, vous n'avez aucun contrôle. Puis remarquez, il y a beaucoup des éléments qui ne sont pas RH pour lesquels on n'a aucun contrôle. Les conditions économiques, compétition plus féroce, qu'est-ce que vous pouvez faire contre une compétition plus féroce? Alors, la dynamique RH, en plus, on peut la contrôler, on peut agir directement sur la dynamique RH. Une autre chose, Deloitte, je vais reprendre des éléments, au moins je les cite, mais Deloitte fait à chaque année une revue en RH. Et il y a une autre dynamique qui s'opère, c'est qu'on part d'une approche traditionnelle à une nouvelle tendance au niveau de la façon dont le RH, dont l'humain est au centre de l'entreprise. Ici, en Amérique, je vous dirais que les nouvelles tendances dans beaucoup des entreprises sont déjà appliquées. Je ne connais pas suffisamment bien la dynamique RH, mais hiérarchique, direct, top-down, axé sur les processus, en silo, autocratique, récompense externe, tout ça, c'est l'ancienne façon et les nouveaux entrants, ce que Marion faisait appel tantôt, la génération Y. Les gens, les jeunes, ne pensent plus du tout de cette façon-là. Ils pensent en systémique. Ils pensent avec une approche qui est beaucoup plus intégrée à l'entreprise, intégrée aussi à leur façon d'être sur les réseaux sociaux. Alors, l'approche devient une approche de réseau. Devient une approche où le nombre de données pour traiter, pour essayer de comprendre ces nouvelles tendances-là, va être extrêmement utile. Puis le big data, le fameux big data, va pouvoir nous aider à traiter les nouvelles caractéristiques qui sont présentées là. Alors, vous avez un individu qui a ses compétences, ses connaissances, ses capacités, une personnalité, sa motivation et sa valeur. De l'autre côté, vous avez une entreprise. Vous avez une culture d'entreprise. Vous avez un mode de fonctionnement dans l'entreprise, vous avez des valeurs, vous avez des contraintes, des séries de contraintes auxquelles vous devez faire face, puis vous avez un savoir-faire, un know-how.
on a souvent perçu que l'employé devait fitter dans l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise doit fitter également avec les nouvelles ressources. C'est bidirectionnel. Ce n'est plus unidirectionnel, ça l'a shifté. Dans le temps, on est devenu dans une relation où l'entreprise doit savoir également s'ajuster au bassin de main-d'œuvre qui arrive. Le fameux choc générationnel, là, il est là également. On doit faire le fit entre les deux. Puis peut-être, et parfois, la culture d'entreprise doit s'adapter ou se modifier compte tenu du bassin de main-d'œuvre. Alors, tout ça, ça nous amène, on vient toujours à ça, le CV d'un candidat n'est pas le fait de ses compétences et de sa personnalité. Mais nous, à l'IRP, ce qu'on fait, essentiellement, c'est qu'on travaille au niveau de la psychologie de l'individu, de ses valeurs, de ses habiletés cognitives, de l'intelligence. Puis vous allez m'entendre toujours parler de performance au sein de l'organisation. Parce que, ultimement, là, quand vous embauchez quelqu'un, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est qu'il soit performant à l'emploi. Le but ultime, la bonne embauche, c'est un employé performant à l'emploi, engagé, donc qui ne quittera pas l'entreprise. Parce que même s'il est performant, puis il quitte l'entreprise après 6 mois, aucun intérêt. Donc, on veut aussi, par ses habiletés cognitives, on va vouloir que ce soit une personne qui a la capacité d'apprendre, qui a la capacité d'évoluer avec l'entreprise. Alors, nous, on le fait aussi au niveau, vous devez comprendre, on le fait d'un point de vue, au début, initialement, clinique. Et on a transposé les connaissances cliniques qu'on a, on les a transférées au fil des années, depuis, ben, au fil des années, ça fait 50 ans que ça dure, mais on les a transférées pour les disponibiliser à l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? La personnalité, ces trois axes-là, caractérisent tout individu. Ici, on peut tous vous faire passer un test assez intéressant d'ailleurs. On aurait tous vous faire passer un test avant de rentrer dans la salle. On aurait déjà eu la connaissance, j'aurais déjà eu une très bonne connaissance de mon auditoire. C'est le même principe que si vous faites passer, vous êtes 40 postulants ici, je vous fais passer des tests. Avant même de vous rencontrer, j'ai déjà une idée. Ah, ça c'est un consciencieux, ça c'est quelqu'un comme ci, ça c'est quelqu'un de plus émotionnellement plus instable en ce moment, et ainsi de suite. Donc, le test permet d'objectiver une connaissance que là, vous ne dites aucun mot, je ne peux avoir aucune idée de qui vous êtes, comment vous pensez. Alors, l'outil, le test, permet de faire ça. Et sa valeur prédictive, parce que, ultimement, ce que vous souhaitez, c'est qu'en passant, en utilisant, vous souhaitez embaucher quelqu'un, vous voulez le faire de la façon la plus objective possible, en tout cas c'est souhaitable, puis vous voulez que cette personne-là soit performante à l'emploi. Alors moi, je vous ai mis quelques études. Vous n'irez probablement jamais les lire, mais c'est pas grave. Ça, c'est des méta-analyses ou des analyses qui ont été faites, tu sais, j'en cite quelques-unes, il y en a des centaines d'études de recherche qui documentent la relation entre la performance à l'emploi et la personnalité. Moi, le message est simple. Vous souhaitez tous engager quelqu'un de consciencieux, qui est fiable, organisé, qui fait ce qu'il a à faire. Première caractéristique. Ensuite, quelqu'un de stable émotionnellement, pas de gestion de crise, pas de colère, pas de dépressif. Hein? C'est ce que vous souhaitez, quelqu'un qui est stable, puis agréable. Après ça, l'ouverture, oui, mais ça, il n'y a pas de lien, by the way. Hein? Il y a 5 grandes dimensions de la personnalité. Moi, je vous présente les 3 qui ont un impact. Les 2 autres, là, l'extraversion, ça va être vrai pour un vendeur, mais que votre comptable, votre informaticien ne soit pas extraverti le matin, qui rentre dans son bureau, qui fasse sa job, qui s'en aille chez eux, vous êtes d'accord, ça ne change rien. Hein? Ça ne change rien à la donne. Ultimement, le critère le plus important qui explique la variance, qui explique les écarts, c'est la conscience. Alors, quand on utilise des tests de personnalité, vous souhaitez avoir quelqu'un qui est consciencieux, quelqu'un qui fait la job, quelqu'un qui va être performant, fiable et organisé. Stabilité émotionnelle, le deuxième trait qui a vraiment un impact. C'est-à-dire les gens instables émotionnellement, vous ne voulez pas les engager. Rappelons-nous le big data tantôt. Vous avez beaucoup de données, il y a 2000 candidats qui postulent. Comment faire pour utiliser... Pourquoi on utiliserait des tests? Le but des tests, là, vous n'avez pas de temps. Je suis sûr que vous avez de la misère à répondre à tous vos emails. Vous rentrez le soir, vous courez chez vous, vous faites tout. Vous avez l'impression de tout le temps tout faire. Puis là, vous avez 2000 CV à traiter. Comment traiter 2000 CV? Mais imaginez que le test de personnalité, qui est une mesure auto-rapportée de l'individu qui se décrit,
vous vous en servez comme un filtre, mais un filtre à l'envers. C'est comme un tamis. Ça va vous permettre de passer dans la moulinette 2000 candidats, puis des 2000 candidats, vous allez retenir seulement ceux que vous allez regarder vraiment, c'est ceux pour lesquels il a passé à l'intérieur du filtre de certains aspects. Puis chaque poste a son profil de personnalité, mais ultimement, on a filtré l'information. Donc l'information vous arrive déjà. Vous allez en regarder peut-être 120, peut-être. Si vous êtes très bon, vous en regardez 300 parce qu'il y en a 300 qui fit. Mais ultimement, vous allez avoir utilisé les filtres. Et plus on raffine la façon, plus on benchmark. Tantôt, il y avait quelqu'un ici qui est dans le transport. OK? Elle me dit, je recrute des gens qui font du transport. Parfait. Une des premières choses qu'on veut chez un chauffeur, c'est qu'il ne soit pas impulsif. Un chauffeur impulsif, c'est un chauffeur dangereux. C'est un chauffeur qui va poser des actes. Donc, pour chaque type d'emploi, nous, on a des BD à l'interne qui nous disent, ben, voilà les compétences qu'on recherche, et selon ça, on les mesure, on les filtre, puis on ne retient que ceux pour lesquels on a passé le filtre. C'est très simple. Alors, ce que nous disent les études, comme je vous dis, moi, je les lis par plaisir parce que j'aime ça, parce que je me documente puis j'arrête pas de suivre ce qui se dit. Mais ce que je sais, c'est qu'avec ces trois facteurs-là, je suis capable d'expliquer 55% de la variance de la performance à l'emploi. Pas 100%, 55, 55-56. Après ça, ben, le reste, le 44%, ça va être autre chose. C'est des facteurs qu'on n'identifie pas dans la personnalité, mais la personnalité peut expliquer jusqu'à 54% de la performance à l'emploi. Alors ça, vous pouvez le retenir, puis ça, vous pouvez vous dire, ben, quand je fais ça, je m'épargne en temps et en subjectif, je vais m'épargner beaucoup de temps à regarder des candidats que, par ailleurs, je n'aurais pas dû regarder. Okay? Il y a des outils, l'IBRI, l'IPLC, qui sont deux outils qui vont vous aider à mesurer ça. Donc, là, on tombe dans l'aspect technique, la technicalité, lequel outil, pourquoi eux, pourquoi pas d'autres, il y en a même d'autres. Mais l'idée, c'est ces outils-là nous sont des aides, vont mesurer certaines dimensions. Une autre chose aussi que vous devez savoir, vous n'avez pas de temps vous-même. Combien de personnes ici passent plus de 1 heure avec un candidat? 1 heure, 2 heures. Parce que beaucoup de gens, vous n'avez pas le temps. Idéalement, ça serait de passer 6 heures, 3 jours avec un candidat. Non, mais imaginez l'idéal. Si vous passez 3 jours avec moi, vous allez me connaître. Vous allez dire, lui, je ne l'embauche pas. C'est sûr. Inengageable. Je vous recommande, vous ne m'engagez pas, ça ne sera pas une bonne chose. Je ne suis pas engageable. Mais l'idée, c'est que plus on passe du temps avec le candidat, plus on arrive à saisir qui il est vraiment. Mais qui a le temps de faire ça? Il n'y a personne. Donc, l'idée, c'est de se servir d'un outil qui nous permet de nous simplifier la vie, d'économiser du temps, puis d'aller dégager les éléments essentiels, puis le reste, on le tasse. Deuxième des choses, les habiletés cognitives. À vrai dire, celui qui explique le plus la performance à l'emploi, c'est ça. C'est facile, c'est le modèle qu'il y a là. Vous connaissez le modèle de l'intelligence de nos jours? G fluide, G cristallisé, facteur G. Vous avez déjà entendu le facteur G? Facteur G, là, c'est tous les tests d'intelligence. Que moi, je passe un test d'intelligence à un enfant, okay? À un adulte, à n'importe qui. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a la capacité de raisonner à des situations complexes, de gérer l'information, puis d'arriver, en faisant tout ça, à prendre une décision, en déduire quelque chose. C'est ça l'intelligence. C'est la capacité de faire tout ça. Les tests d'intelligence qu'on a cliniques, on les a transposés en version business, puis on mesure. Le G fluide, c'est ce que toute personne a à la naissance. C'est la capacité de raisonner des problèmes, peu importe la langue. Je vous fais passer un test de matrice aujourd'hui, peu importe la langue. J'aurai un Allemand, un Belge, un Japonais, un Indien. Il n'y aura pas de langue dans ça, ça va être que des symboles, puis à la fin, je vais être capable de connaître votre capacité de déduction et d'induction. Alors, le G fluide, plus le cristallisé, ça dit, on le cristallise au cours de notre existence, nous donne l'intelligence générale. Mais ça, c'est documenté aussi partout, c'est extrêmement lié à la performance à l'emploi. Bref, vous souhaitez engager des gens intelligents. Je n'ai pas peur de le dire, c'est probablement le meilleur test de motivation au monde en ce moment. C'est Gagné, les chercheurs qui ont fait ça, là, Marlène Gagné a publié des Oxford, c'est une Québécoise. C'est quand même, c'est rare qu'on a parmi les meilleurs. Mais c'est une Québécoise qui est en Australie maintenant, qui n'est plus au Québec. C'est souvent ça, on s'exile, puis elle est rendue en Australie.
Elle est citée 17 000 fois dans la littérature. Elle publie chez Oxford, Oxford Press, vous savez, Oxford University. C'est elle qui publie le thésaurus du Work Engagement and Motivation pour les employés. Elle publie partout dans le monde, elle est citée partout. Et le test, croyez-le ou pas, ils ont réussi, les 5 chercheurs, en 19 questions. On a des profils motivationnels. Validés ici en France, en Belgique, 7 pays, Netherlands, États-Unis, Canada, partout. Il est en chinois, il est rendu en 18 langues le test. Et ce test-là, 19 questions, 5 minutes, je connais le profil motivationnel de l'individu. Vous l'essayerez, vous connaîtrez votre profil. On va vous faire essayer ça. Mais ça, c'est un outil qui est extrêmement positif dans un contexte de recrutement. De nos jours, vous voulez des gens qui vont être motivés, qui vont être engagés à votre entreprise. Vous ne voulez pas des gens qui arrivent, rentrent et sortent. On peut en parler de la nouvelle génération, mais on veut savoir qu'est-ce qui les motive. Pourquoi ils veulent venir ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui les motive au travail? Et selon ça, on dégage des profils. Puis si on décide de l'engager par ailleurs, parce que aussi ça arrive, vous allez avoir des profils de personnalité, des profils d'habileté, puis vous allez embaucher la personne quand même. Croyez-le ou pas, vous allez le faire. Et quand vous allez faire ça, la seule chose que vous allez être conscient, c'est que vous connaissez les limites, puis vous appliquez les modes palliatifs maintenant en sachant qui vous avez embauché. Parce que des fois, on l'engage pour d'autres raisons. Je suis conscient qu'il n'y a pas le bon profil motivationnel, mais je vais le travailler au corps pour changer son profil motivationnel, l'amener ailleurs, parce que c'est un bon candidat, c'est quelqu'un que je dois engager, mais je suis conscient des limites. Les tests nous permettent également de connaître les limites de nos collaborateurs et de se l'approprier plus rapidement. Donc, pourquoi les tests psychométriques? C'est qu'on devrait, dans le fond, je le dis bien, c'est une des composantes d'un système d'aide à la prise de décision RH. C'est-à-dire que ce n'est pas une panacée. Si c'était une panacée, là, tout le monde ferait ça, on serait sûr à 100%, on élimine les humains, puis on s'auto... Vous comprenez? L'idée, c'est qu'il n'y a pas de test. Je ne connais aucun test, puis j'en ai lu des tests. Je fais ça tout le temps, à longueur de journée, je regarde des tests, j'analyse, je regarde, ça vaut-tu la peine de les publier ou pas? Et vous savez, je le dis tout le temps, c'est comme s'il y avait un remède pour la grippe, ça serait su. Mais il n'y a pas de remède, il n'y a pas un test dans n'importe où, que ce soit moi, que ce soit Assess First, que ce soit Stantal Test, OGREF, n'importe quel éditeur de test, il n'y a pas personne qui peut vous dire « Ah ouais, mon test, moi tu le prends, c'est sûr. » Quelqu'un qui vous dit ça, il vous dit de la merde. Okay? C'est faux. Mais les qualités rattachées à la validité et à la fidélité des tests vont faire que l'outil est bon ou pas bon. Vous n'avez pas appris, je ne sais pas si vous avez appris ou pas, mais les gens, souvent, ne regardent pas la validité, la fidélité du test avant de le prendre, mais c'est ce qui fait la différence. Parce que garbage in, garbage out. Vous allez prendre beaucoup de données, vous allez la traiter, mais si la donnée à l'intérieur, le filtre que j'utilise pour prendre ma décision est mauvais, résultat mauvais. Donc, il faut prendre un outil qui... Alors, moi, je me porte garant de mes tests parce qu'on y va avec la recherche. Donc, c'est appuyé sur la recherche. On le fait de cette façon-là uniquement. Puis, c'est ce qui donne des résultats. Puis, ultimement, qu'est-ce que vous voulez? Dans chaque candidat que vous embauchez, vous souhaiteriez avoir la super étoile. Ça veut dire, ceux-là, vous ne les voulez pas. Donc, ça, c'est lié, entre autres, au niveau de la performance d'évaluation. Mais les joueurs inconsistants, les gens c'est eux que vous ne voulez pas. Tout le monde voudrait toujours engager les hauts potentiels. Le problème, c'est que je ne crois pas même que la société est capable de produire suffisamment de candidats à haut potentiel pour tous les emplois comblés. Non, mais il faut être réaliste. Là. Je veux dire, oui, on est tous d'accord. D'ailleurs, ça, c'est l'autre chose. On veut tous être un haut potentiel. Moi, je suis un haut potentiel, vous êtes un haut potentiel, elle est un haut potentiel. On a de la difficulté à reconnaître que parfois, dans certains types d'emplois, moi, dans certains emplois, je ne serais pas forcément un haut potentiel. Je ne sais pas si vous saisissez, c'est-à-dire que pour certains, je suis un excellent consultant, par exemple, ça je le sais. Au début de ma carrière, moi j'étais consultant chez Deloitte, j'étais un excellent consultant, mais je ne suis pas forcément un excellent, c'est pas moi qui fais la gestion, c'est madame là-bas qui fait la gestion de toute la business. Moi je ne suis pas forcément le meilleur manager, gestionnaire d'équipe, je le sais, mais ce n'est pas ma qualité. Donc, l'idée aussi d'identifier la bonne personne au bon emploi, c'est compte tenu de la nature de l'emploi que la personne fait. Qu'est-ce qui est requis? Ça synthétise. L'idée, ultimement, l'idée, c'est que de nos jours, en 2016, il y a des outils qui peuvent vous permettre à vous simplifier la tâche puis à vous objectiver des décisions RH.
après ça, vous décidez ou pas de les utiliser, puis de faire le bon avec. Mais ultimement, les outils existent, sont performants, puis fonctionnent. L'idée de Softy, en fait, on peut qualifier ça de manière générale de SIRH, ce système d'information de gestion des ressources humaines. Moi, je préfère système de gestion de talent. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller à la paye, on ne va pas faire toute la gestion RH, on va se concentrer sur la gestion de talent, la gestion des compétences internes, la gestion des compétences de demain. Softy va être en lien forcément avec Place des Talents et va nous permettre en fait sur une plateforme unique de pouvoir faire du multiposting, déposer une offre sur Place des Talents et sur d'autres sites, parce qu'on est conscient qu'il faut faire du multiposting pour attirer un maximum de candidats, mais sur une même interface, vous allez pouvoir récupérer tous vos profils, les mettre en test, c'est du testing, récupérer les rapports sur ce profil-là, les comparer par rapport à votre équipe. Prenez l'équipe commerciale d'une agence bancaire à Darcy et vous allez pouvoir comparer demain le futur entrant. Est-ce qu'il correspond à l'équipe? Est-ce qu'il ne correspond pas? Comment il se situe par rapport au meilleur commercial, par rapport au pire commercial? Et là, on est vraiment dans du prédictif. La force de Softy, quand nos clients nous l'ont demandé par rapport à nos différents outils, c'est qu'en fait, c'est vous qui allez mettre les limites et votre méthodologie. On a même fait en sorte que l'algorithme de comparaison, le matching, c'est vous qui allez le mettre en place. Donc une liberté totale sur une plateforme complètement autonome avec du multiposting, la gestion de talent, du testing, de la comparaison et un outil collaboratif puisque vous pouvez discuter entre le site de Nevers et le site de Besançon sur le même profil. Voilà. Ça c'est une base commune, Softy, ça ressemble à ça. Et après, on le fait évoluer selon les clients, parce qu'on a des clients qui sont unisites, on a des clients qui ont 25 sites. Donc voilà, donc par exemple, là l'exemple, c'est qu'on est sur un projet, on recrute un commercial sur une agence de Paris, ça c'est tous les candidats qui ont postulé à mon annonce, donc des candidats Pôle emploi, APEC, pourquoi pas Région de Job, Place des Talents, ils arrivent tous sur la même interface. On a la compatibilité là par rapport aux critères qu'on avait notés, l'algorithme qu'on avait mis en place. On peut les sélectionner, leur envoyer directement un test, les comparer par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à une équipe, et puis faire un outil collaboratif avec ses collègues et répondre automatiquement aux candidats qui correspondent ou qui ne correspondent pas.